Bonjour. Madame Marais, notre deuxième séminaire de cette année. Vous savez très bien que le rôle de notre séminaire est aussi de s'ouvrir à des thématiques beaucoup plus larges que les nôtres sensu stricto. Et là, c'est un très bon exemple parce que nous avons un grand plaisir d'accueillir dans notre séminaire Bernard Stiegler, qui est un personnage dont la vision est vraiment très large, à un niveau vraiment très impressionnant. Ce serait un autre exposé de le présenter ici. On peut juste dire que c'est l'auteur plus d'une vingtaine de livres, en tout cas je ne sais pas compter plus, voilà, et dont une partie est traduite en anglais. Et les sujets de ce livre sont si variés que c'est un autre livre à écrire pour comprendre ce qui se passe. Les sujets portent justement à partir de l'économie, dont Bernard va parler aujourd'hui, jusqu'à la politique d'un noosphère de Vernadsky, en passant quand même par les logiciels libres et les autres sujets qui nous concernent plus strictement. Donc je te laisse la parole. Merci. Merci de ton invitation. Merci à Pierre Cointe aussi qui est à l'initiative de cette visite que je vous rends. Je dois dire d'ailleurs pourquoi je suis venu ici au LINA, pourquoi j'ai rencontré Pierre Cointe il y a 2 mois à peu près. C'est parce que je suis, bon, en ce moment je suis assez souvent présent dans la région, enfin à Nantes, dans le contexte d'un programme urbain qui s'appelle l'île de Nantes, vous en avez entendu parler, le réaménagement de l'île de Nantes, sur lequel la métropole Nantes Métropole a décidé d'implanter ce qu'on a appelé un quartier de la création. Alors, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui d'en parler, donc je n'en parlerai pas en tant que tel. En revanche, je vais un petit peu parler du background conceptuel qui, pour moi, explique pourquoi je travaille sur ce projet-là. Alors, quand je dis « je », c'est pas seulement moi, c'est moi et Franck Cormeret et l'association Ars Industrialis, dont je suis un membre et le fondateur. C'est une association qui a, Ars Industrialis, c'est le nom, le logo, on pourrait presque dire, mais la vocation de l'association, c'est son nom également, c'est Association internationale pour une politique industrielle des technologies de l'esprit. Dans cette association, nous pensons qu'aujourd'hui se développent des technologies d'un nouveau genre, qui ne sont plus des technologies simplement de transformation de la matière, mais qui sont des technologies spirituelles. Et en particulier les technologies venant de l'informatique, du numérique et de toutes ces choses-là. Ce que nous appelons aussi, nous, des technologies cognitives et culturelles. Et nous pensons que ces technologies, je vais essayer de dire pourquoi aujourd'hui, c'est ça le sujet de mon intervention, créent une rupture dans le modèle industriel qui a dominé le XXe siècle et engagent dans ce que nous considérons être un 3e modèle industriel. Le premier modèle industriel, ça a été celui du XIXe siècle, appelons-le productiviste. C'est celui qui a permis de faire les premiers très gros gains de productivité liés au machinisme industriel. Le deuxième modèle, c'était le modèle consumériste, c'est celui qui a permis de constituer des marchés de masse et de vendre en faisant des économies d'échelle considérables au niveau mondial de produits de consommation. Le deuxième modèle a été inventé en Amérique du Nord au début du XXe siècle pour lutter contre les limites du premier modèle. Les limites du premier modèle ont été formulées par Karl Marx dans le 3e tome du Capital, où il expliquait que la baisse tendancielle du taux de profit allait conduire inévitablement à l'effondrement, à la saturation, à la surproduction, au chômage de masse, etc. Et donc à une guerre civile. Ça n'a pas vraiment eu lieu en réalité, parce qu'aux États-Unis, au début du XXe siècle, une configuration de gens comme Frederick Taylor, l'inventeur de l'Organisation scientifique du travail, Henry Ford, Edward Bernays, le neveu de Sigmund Freud qui a inventé le marketing, disons les éléments de base du marketing, ont compris qu'il fallait, pour lutter contre les limites du capitalisme productiviste, inventer un autre modèle qui s'est appelé en fait assez peu de temps plus tard le mode de vie américain, The American Way of Life, qui a été en plus parachevé ou accompli, on pourrait dire, par Keynes, l'économiste,
et Roosevelt, puisque finalement c'est ce qui a conduit au welfare state, c'est-à-dire au modèle américain d'avant la Deuxième Guerre mondiale, entre 1933 et 1965, quoi, à peu près. Alors, et depuis est arrivée la révolution conservatrice, comme on l'a appelé, qui a balayé tout ça. Bon, ça c'est une autre question, j'en parlerai pas, même si peut-être on en parlera dans la discussion si ça vous intéresse, parce que ça fait partie de notre sujet. C'est bizarre que ça puisse paraître. Quoi qu'il en soit, nous soutenons à Ars Industrialis que ce modèle est épuisé. Ça fait longtemps qu'on le dit. On a d'ailleurs essayé de montrer, vous allez voir sur notre site. Là, je vais peut-être me servir de ça, je vais écrire le numéro. L'adresse du site, c'est arsindustrialis.org. On a fait de nombreuses conférences, discussions, débats publics, séminaires, journées de travail, etc. En particulier, par exemple, pour dire que l'économie boursière et bancaire contemporaine conduisait inévitablement à une catastrophe. Et ça, on l'a dit il y a 4 ans. On a aussi dit que les modèles consuméristes du marketing engendraient inévitablement des comportements psychopathologiques, en particulier dans la jeunesse. Aujourd'hui, c'est une chose reconnue dans les pays du monde entier, puisque la préoccupation de l'addiction, des comportements addictogènes, etc., est devenue centrale. D'ailleurs, le premier laboratoire qui a été constitué en France dans ce domaine, dans un CHU, c'est ici à Nantes. C'est le docteur Venisse qui l'a constitué. Ça s'appelle les addictions sans drogue. Mais on trouve ces phénomènes d'addiction aujourd'hui comme étant finalement la pathologie de la consommation, sous toutes les formes. Que ce soit la consommation d'héroïne, la consommation de jeux vidéo, de la consommation alimentaire qui produisent des formes de pathologies dérivées que sont le diabète, l'obésité, etc. Bon. Tout ça a engendré aussi, à partir de 2007, la crise des subprimes, et à partir de 2008, la crise tournée simplement de General Motors et de tout le système industriel américain. Tout ce modèle-là. Et a abouti finalement à la crise de l'Europe actuelle, dont vous avez entendu parler ces derniers jours, qu'elle est en train d'exploser à cause de cette crise. Alors, nous disons, si tout ça se produit, il y a des tas de raisons, il y a sûrement des financiers véreux comme Bernard Madoff, il y a sûrement des irresponsables comme des industriels sans moralité qui mettent des produits dangereux sur le marché sans avoir vérifié si c'était soutenable, etc. Certes, mais le problème n'est pas fondamentalement celui-là. Ça, ce sont des effets. Le problème, c'est que le système consumériste, il s'est développé sur la base d'une exploitation de la libido des consommateurs. Pourquoi tout à coup faire apparaître la libido? Eh bien parce que c'est le neveu de Freud, Edward Bernays, en 1929 précisément, qui, travaillant pour Lucky Strike, mais ça faisait déjà 15 ans qu'aux États-Unis ils développaient des pratiques comme cela, a montré que, en fait, pour pouvoir écouler les marchés, les produits réalisés sur les marchés de masse avec des techniques de production tayloriennes qui produisaient forcément de la surproduction, il fallait en fait canaliser l'énergie libidinale, ce que Freud appelle l'énergie libidinale des consommateurs, c'est-à-dire leur désir, ce qui fait qu'on désire être informaticien, curé, épouser telle personne, adorer la peinture, militer dans tel parti, bref, s'investir socialement. Il fallait détourner tout ça vers les marchandises. Et ce détournement vers les marchandises, il s'est fait à travers toutes sortes de techniques, dont des techniques de marketing, bien entendu, mais aussi à travers des technologies que j'appelle les technologies de psychopouvoir, qui sont les technologies des industries culturelles, la télévision, le cinéma, la radio, principalement. Et, excusez-moi, je vois que tout à coup je suis connecté. Alors, cette captation de l'attention qui aujourd'hui atteint 10h30 par jour aux États-Unis chez un adolescent, le temps officiellement recensé dans une étude qui a été publiée le 15 janvier dernier par la Kaiser Family Foundation aux États-Unis. 10h30 par jour de captation de l'attention des étudiants, mes étudiants notamment, les vôtres, voilà, on en parlait à midi avant ce séminaire, ça fait qu'il devient extrêmement difficile de faire cours, il devient extrêmement difficile d'éduquer ses enfants, il devient extrêmement difficile de faire voter les électeurs, etc., etc. Ça détruit les structures sociales. Et cette destruction des structures sociales, je vais vite évidemment en disant ça, c'est pas le sujet central, c'est mon introduction, cette destruction des structures sociales, elle a fini par atteindre ses limites. Actuellement, on sent bien que ça ne peut plus fonctionner comme ça. Et la crise qui s'est produite en 2008, c'est la conjugaison de ça, plus un certain nombre d'autres facteurs, comme par exemple la découverte que ça n'est plus soutenable de produire du CO2 comme General Motors en produisait depuis des décennies.
Ça n'est plus soutenable d'épuiser, de gaspiller l'eau comme on le fait aujourd'hui, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a plus suffisamment d'eau pour vivre comme ça, etc., sans parler de l'épuisement des ressources d'hydrocarbures et tout ce que vous voulez. Mais par ailleurs, ça n'est plus soutenable non plus de détruire les environnements psychiques et mentaux. Parce que la captation constante de l'attention, ça détruit l'attention. Et on est arrivé à ce processus limite. Vous avez forcément entendu parler, puisque vous êtes dans l'informatique, de ce qu'on appelle des overflow, cognitive overflow syndrome, c'est-à-dire quand on développe des systèmes d'information, le paradoxe c'est qu'on tue le rapport à l'information. Bon, et bien aujourd'hui, quand on développe des systèmes de captation de l'attention, ça pourrait faire à un certain niveau qu'on détruit l'attention elle-même. Et l'attention, c'est la libido. Dans le langage de Freud, c'est la libido. La destruction de la libido, également dans le langage de Freud, c'est la destruction de ce qui permet de lier les pulsions. Parce que Freud explique que la libido, c'est ce qui permet de lier les pulsions et de les contenir. La pulsion, c'est une énergie, mais Freud dit que ce n'est une énergie sociale que quand elle est liée, c'est-à-dire qu'elle est retenue, qu'elle est contenue, et qu'elle se transforme de pulsion en désir. Au lieu de sauter ma femme, de lui sauter dessus, ben je la demande en mariage, et je m'engage avec elle pour la vie, devant un curé ou devant un maire. Et ce n'est pas du tout la même chose. Ça s'appelle de l'investissement social. Vous avez dû remarquer que la crise de la consommation est parallèle à une crise de la spéculation, c'est qu'il n'y a plus d'investisseurs aujourd'hui dans le capitalisme. Il y a des spéculateurs. Plus personne n'investit. Tout le monde spécule. Et c'est ça le problème de la Grèce actuellement. Mais en fait, une société économique où il n'y a plus d'investisseurs ne peut pas marcher. Donc on a affaire à un couple infernal qui est spéculateur d'un côté, consommateur de l'autre, et les uns comme les autres sont pulsionnels. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la pulsion? C'est ce qui veut être satisfait immédiatement. C'est ce qui n'attend pas. Donc c'est le très court-termisme, et le très court-termisme, ça a conduit à un paradoxe évident, c'est la destruction du temps. Parce que le temps ne peut pas être ultra court-termiste, on ne peut pas extrémiser le court terme. L'extrémisation du court terme, c'est la destruction du futur. Et c'est ça qu'on vit actuellement. C'est ce que les gens vivent, ressentent, ils se disent, il n'y a plus de futur, on est mal parti. Alors, nous pensons qu'il y a du futur. Quand je dis nous, je parle d'Ars Industrialis. Et nous pensons également que ce qui est en jeu dans le projet de quartier de la création qui va se monter sur l'île de Nantes, c'est comment reconstruire du futur, mais avec des modèles nouveaux, qui sont des modèles économiques, sociaux, technologiques, scientifiques, qui vont tourner autour des technologies culturelles. Bon, quartier de la création, ça veut dire... Alors, qu'est-ce que c'est le quartier de la création? C'est l'école d'architecture, l'école des beaux-arts, une partie de l'université de Nantes, plus des PME, des gens qui sont dans les technologies de l'information, dans la presse, etc., des créatifs, des artistes, des juristes spécialistes dans ce domaine, etc., etc. Mais tout ça tourne autour de la culture. Peut-être que vous avez lu le bouquin de Rifkin qui s'appelle L'âge de l'accès, qui est un livre qui a beaucoup de défauts, mais qui a aussi pas mal de qualités, en tout cas qui a vu venir des choses, il n'y a pas de doute, il y a aussi des choses qu'il n'a pas du tout vu venir. Par exemple, toutes les questions liées à ce que je vais décrire maintenant comme l'économie de la contribution, il n'a rien vu venir. Mais en revanche, il a dit le capitalisme contemporain, c'est un capitalisme culturel. Le cœur de la vie du capitalisme, c'est la culture. C'est le capitalisme culturel. Moi, je pense qu'il a raison, sauf que je pense qu'il résonne dans un capitalisme culturel consumériste. C'est la culture Nike, c'est tous ces modèles, je dirais, où on parle de concept et non pas de production. Alors que je crois qu'en fait, le nouveau modèle industriel, capitaliste ou pas, bien que ça m'est presque égal, c'est un modèle qui n'est pas la culture de la consommation, c'est une culture de la contribution. Voilà ce que je voudrais vous dire. Alors, pour finir de me présenter un tout petit peu, outre que je suis président d'Ars Industrialis, mon boulot, en fait, de base, c'est prof, j'enseigne la philosophie à l'université de Compiègne, et dans d'autres universités par ailleurs. Mon activité, indépendamment de cette activité universitaire, c'est de diriger un institut que j'ai créé au Centre Pompidou qui s'appelle l'Institut de recherche et d'innovation. Et cet institut de recherche et d'innovation que vous trouverez en ligne très facilement travaille sur le développement de technologies culturelles numériques. Un petit point en passant de vocabulaire, moi je considère que on a parlé des technologies d'information et de communication pendant les 40 dernières années du XXe siècle. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut plus parler de technologies d'information et de communication. Il faut parler de technologies cognitives et culturelles. Les technologies de l'information et de la communication, ce sont des technologies top-down, très top-down, où vous avez des systèmes d'information qui diffusent vers des consommateurs d'information
Et les technologies de la communication, ce sont aussi des systèmes très top-down, avec des émetteurs qui diffusent vers des consommateurs de communication, appelez ça des programmes de radio ou de télé, ce que vous voulez. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce modèle. On est dans un modèle où vous avez des gens qui sont ni des consommateurs, ni des producteurs, ce sont des contributeurs cognitifs et culturels. Qu'ils soient contributeurs en tant qu'ils s'appellent Jean-Luc Godard ou le Môme du coin qui met sa vidéo sur YouTube, c'est pas le problème. Ce qui fait tourner le système, c'est cette contribution. On n'est donc plus dans le modèle des technologies d'information et de la communication, on est dans le modèle des technologies culturelles et cognitives. Dans ce contexte-là, est en train d'émerger un modèle industriel qui ne repose plus sur la position producteur-consommateur. C'est-à-dire que le modèle qui a dominé tout le XXe siècle, le modèle qui a été mis au point aux États-Unis, est en train de s'effondrer, ça je l'ai dit tout à l'heure, mais pendant qu'il s'effondre, un autre modèle est en train de se développer. Il est évidemment très très connu comme étant celui des logiciels libres ou de Wikipédia, dont on parle toujours et que je donne toujours en exemple, mais il se développe dans toutes sortes d'autres domaines. Il se développe dans l'agriculture, il se développe dans l'énergie avec les smart grids, il se développe maintenant dans la mode, dans toutes sortes d'activités, et ça devient aussi un modèle maintenant d'organisation du travail, y compris dans les grandes boîtes, puisque je suis souvent invité maintenant à discuter dans ces boîtes pour voir comment on travaille tout à fait différemment dans un modèle autre, et où les clients ne sont plus simplement des gens externes à l'entreprise, mais ils deviennent finalement un processus complexe d'individuation collective. Alors, quoi qu'il en soit, dans ce processus-là, à l'Institut de recherche et d'innovation, nous considérons que les technologies culturelles sont en fait l'avant-garde du processus. Et là-dedans, nous posons que le logiciel libre, c'est d'abord une pratique culturelle. On va me dire, non, c'est une technologie cognitive, et c'est vrai, dans le logiciel. Les gens qui font du logiciel dans le logiciel libre, ils développent des technologies cognitives. Le logiciel, c'est de la technologie cognitive. Oui, mais en revanche, l'attitude d'être un militant de l'open source, etc., c'est une attitude culturelle. C'est-à-dire c'est une position dans la culture en disant, moi j'ai une éthique, un mode de vie, c'est ce que Pekka Immonen a essayé de décrire, on peut le suivre ou pas dans un bouquin qui s'appelle L'éthique hacker, mais c'est une attitude culturelle. Et c'est partagé, par exemple, avec des pratiques qu'on trouve dans le domaine de la musique, et qu'on trouve beaucoup dans le monde culturel maintenant. Vous avez bien remarqué qu'au niveau économique, là où les pratiques liées aux médias numériques ont véritablement eu des effets très importants et d'ailleurs très destructeurs, c'est d'abord la musique. Vous savez bien que la musique, je parle en musique des entreprises de diffusion, de vente de disques, etc. Eh bien, ils ont perdu la moitié, même plus que la moitié maintenant de leur activité économique, et ils sont dans une situation absolument catastrophique. Comment se fait-il que se soient développées ces pratiques-là? Bien sûr, il y a le Fraunhofer Institute qui a fait MP3, mais ça existait avant MP3. Dès les années 80, Atari avait développé cette plateforme qui permettait de faire de la musique dans des conditions nouvelles, et Atari préfigurait ce qui allait se développer, et ce dont MP3 a permis la généralisation, le fameux peer-to-peer. Eh bien, en fait, ça, ce sont des attitudes qui se sont développées chez des gens qui ne veulent pas être de simples consommateurs, et qui, en fait, plus ou moins délibérément, intuitivement, instinctivement, je ne sais pas, à chaque fois, ça varie selon les individus, mais posent que la culture, ce n'est pas quelque chose qui se consomme, c'est quelque chose qui se pratique. Et je pense qu'ils ont raison. Je pense que autant on peut consommer éventuellement un litre d'essence ou un litre de lait, autant, même si il y a des gens qui vous diront mais le lait ça ne fait pas que se consommer, ça doit aussi savoir que ça a une valeur, et que ça a une valeur qui est plus que consommatoire, etc. J'expliquais, je ne sais plus qui hier, que s'il existe de la viande halal, de la viande cachère, ou le fait que chez les chrétiens on ne mange pas le vendredi de viande, etc., c'est parce qu'il y a dans la consommation de nourriture toujours beaucoup plus que la simple consommation. Et c'est pas seulement vrai dans le monde religieux. Il y a des fêtes, il y a de la sacralité, y compris dans le monde laïque. Enfin ça, je ne vais pas développer ce point-là. Là, il faut parler dans un langage beaucoup plus clair. Nous ne sommes pas que des cochons, nous ne sommes pas que des animaux, nous avons du symbolique. Et ce qui nous fait exister, c'est pas tellement ce qu'on mange, etc., parce que si on mange trop, on ne se porte pas bien, mais c'est ce qui fait qu'on est reconnu symboliquement sur un circuit symbolique.
Eh bien, le consumérisme a détruit cette reconnaissance symbolique. Pourquoi? Parce qu'il a organisé une production industrielle de symboles où il y a eu d'un côté des producteurs industriels de symboles et de l'autre côté des consommateurs de symboles. Mais les symboles, ça ne se consomme pas, ça se partage. En grec, symbolon, ça veut dire qui est partagé. C'est ce qu'on partage. Et c'est ce qui fait que le développement des industries culturelles a fini par détruire son propre public. Ça ne veut pas dire qu'il a disparu. Hein. La télévision fonctionne toujours et fonctionne même plus fort que jamais. Mais en même temps, avec un dégoût, vous avez peut-être entendu dire que 56% des Français en 2004 déclaraient qu'ils n'aimaient pas la télé qu'ils regardent. C'était une enquête de Télérama. Donc quand vous avez 56% des gens qui disent qu'ils n'aiment pas ce qu'ils regardent, vous pouvez vous dire qu'il y a un problème et que c'est un problème qui sûrement va avoir d'autres effets que les simples problèmes de public de la télévision. Quoi qu'il en soit, nous pensons que dans ce contexte, et avec l'apparition du numérique, et parce que le numérique non seulement le permet, mais le rend indispensable, vous savez très bien, vous êtes bien placé pour savoir qu'Internet ne marcherait pas s'il n'y avait pas ce comportement qui n'est ni de la consommation ni de la production professionnelle. C'est ça qui fait marcher Internet. L'essentiel du trafic d'Internet, c'est ça. Et bien ça, c'est ce qui fait émerger des comportements tout à fait nouveaux, et ce sont d'abord des comportements culturels. Participer à Wikipédia, tenir un blog, faire du peer-to-peer, envoyer des images sur YouTube, etc. Ce sont des comportements culturels de reconquête de mon existence symbolique. Ça ne veut pas dire que ça marche, parce que vous avez évidemment des prédateurs qui sont là tout de suite, et avec des cabinets qui sont très spécialisés, et qui se disent comment on va ramener ça dans le modèle consumériste. Et évidemment, on peut ramener ça dans le modèle consumériste. Je dirais même qu'aujourd'hui, c'est surtout le modèle consumériste qui recapte tout ça, actuellement. Mais ça n'est pas une fatalité, et non seulement ça n'est pas une fatalité, mais nous pensons, nous, que la seule issue pour que la crise économique soit dépassée, c'est de faire en sorte que l'infrastructure contributive soit vraiment mise au service de ces nouveaux types de comportements. Ce qu'a compris Henry Ford en 1908, puisque c'est en 1908 qu'il a lancé la Ford T, c'est qu'il allait y avoir une nouvelle attitude qu'il allait falloir soutenir, qui allait devenir l'attitude du consommateur. À l'époque, c'était totalement révolutionnaire et bénéfique parce que ça permettait de sortir de la prolétarisation des ouvriers qui crevaient de faim et de dire tout à coup, ben maintenant les ouvriers vont avoir le droit d'avoir des bagnoles, etc. Bon, c'est ce qui a été la création de ce qu'on appelait les classes moyennes. Depuis, c'est devenu profondément toxique parce qu'il n'y a plus de classe moyenne. Vous avez peut-être remarqué que la classe moyenne s'appauvrisse de plus en plus, peut-être vous et moi, d'ailleurs aussi. Peut-être que vous savez, si vous voyagez, à quel point les universitaires anglais, par exemple, ont perdu du pouvoir d'achat. Et c'est vrai à peu près partout dans le monde. Il y a une paupérisation généralisée. Beaucoup de gens perdent du pouvoir d'achat et très peu de gens gagnent énormément d'argent. Mais ce processus, il est lié à un épuisement du système. Il y a un nouveau système qui se développe, et ce nouveau système, c'est le nouveau système lié aux pratiques contributives, qui sont beaucoup des pratiques culturelles. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on nous a demandé à Nantes si ça nous intéresserait de travailler sur le quartier de la création à Ars Industrialis, on a répondu oui, ça nous intéresse parce que il a été identifié à Nantes qu'il y avait quelque chose de nouveau qui était en train d'émerger. C'est aussi la raison pour laquelle je suis venu voir Pierre Cointe il y a 2 mois en disant mais le cœur de tout ça, c'est un problème d'abord technologique. Donc il faut que le LINA et un certain nombre d'autres laboratoires de la région s'investissent à fond dans le quartier de la création parce que le quartier de la création, ça devrait devenir un laboratoire à l'échelle 1 ou 1/1 en grandeur nature de ce que serait ce que j'appelle moi un territoire réticulé. Un territoire réticulé par des technologies contributives où vous avez des citoyens contributifs, des acheteurs contributifs, des étudiants contributifs, etc., etc. Il faudrait que Nantes devienne, à travers cette initiative, un point de référence international sur comment on développe une vraie culture contributive. Mais ça suppose que des artistes, des profs, des ingénieurs, des industriels, des investisseurs, etc., et des hommes politiques soutiennent un projet comme celui-là. C'est ça l'enjeu de ce qui se passe en ce moment sur l'île de Nantes. Alors cela dit, pour aller un peu plus loin dans les concepts, et dans ce qui constitue mon arrière-plan théorique pour conduire cette mission, je voudrais revenir un peu sur les industries culturelles, très rapidement, pour vous dire quels sont les effets toxiques qu'elles ont induits dès le début. Non pas à la fin, comme je disais tout à l'heure, la télévision qui produit de la pulsion, ça c'est récent, ça fait une 20aine d'années que c'est comme ça. Avant, ça n'était pas comme ça. Mais dès le début, ça a été souligné par Béla Bartók, par exemple, grand compositeur hongrois. Dès le début, les industries culturelles en se développant, la première grande industrie culturelle, vous la connaissez peut-être, ça s'appelle RCA.
RCA, ce sont ceux qui ont créé la première radio civile aux États-Unis en 1920. Ils ont aussi lancé une entreprise d'équipement, c'était un équipementier, ils faisaient des phonographes, ensuite des amplificateurs, etc. Bref, du matériel un peu genre Philips. Et puis ils avaient des catalogues de disques, vous avez peut-être chez vous des disques RCA. C'était une industrie horizontale et verticale, complètement contrôlant complètement les industries culturelles. En 1984, a été rachetée par Thomson, petite entreprise française qui a racheté ce géant qui a fait faillite. Mais RCA, au départ, qu'est-ce que ça représente? Ça représente une activité industrielle qui tout à coup permet à des gens qui ne savent pas lire la musique d'en écouter. Ça vous paraît tout à fait peut-être bizarre d'entendre dire il y a des gens qui ne savent pas faire de la musique qui peuvent en écouter. Vous dites oui, bien sûr, mais pas besoin de savoir faire de la musique pour écouter de la musique. N'importe qui a une oreille peut entendre de la musique, et pas besoin de savoir en faire. Et bien ça c'est faux. C'est vrai depuis le début du XXe siècle, mais c'était faux avant. Avant, si vous vouliez entendre de la musique, il fallait la faire. Il fallait la faire, soit en la jouant chez vous, comme au XIXe siècle, sur un piano. Vous savez peut-être que c'est une ville bourgeoise, Nantes, il y a beaucoup de belles maisons. Les salons étaient faits pour accueillir un piano, au moins un piano droit et plutôt un piano à demi-queue ou un piano à queue. On n'était pas une bonne famille bourgeoise si on ne savait pas jouer de la musique et si on n'avait pas un bon piano. Mais non seulement ça, mais les prolétaires jouaient de la musique à la fin du XIXe siècle. Dans les usines, dans les mines, etc., il y a des orchestres. Quand vous alliez faire le service militaire, on vous apprenait la musique. Tout le monde savait lire la musique. Si vous regardez les films de René Clément du début du XXe siècle, par exemple, les films de René Clair, pardon, les films muets, ou les tout premiers films parlants, vous voyez des chanteurs des rues qui distribuent les chansons, ils distribuent la partition, et les gens lisent la partition. Et puis si vous alliez dans une librairie, et encore au début de ce siècle, eh bien, vous aviez un rayon partition, vous aviez le rayon littérature, vous aviez le rayon musique. Et les libraires vendaient autant de partitions que de livres. Peut-être pas autant, mais ils en vendaient beaucoup. Aujourd'hui, il n'y a plus de partitions dans les librairies, parce que de toute façon, les gens ne savent plus lire les partitions. Il y a encore des enfants qui vont dans les conservatoires de musique, mais c'est quand même une petite partie de la population. On a désappris à lire la musique, et donc on a désappris à faire la musique. Parce qu'on savait lire la musique, mais en plus on savait jouer l'instrument qui permettait d'interpréter une partition. En 1880, l'Opéra de Paris, par exemple, avait des abonnés, et quand l'Opéra de Paris lançait une nouvelle production, cette production était annoncée à l'avance par l'envoi de la partition de la production, de réduction pour piano, réduction pour violon, critique de la partition et des difficultés de la partition par des critiques musicaux spécialisés. Et les gens lisaient tout ça avant d'aller écouter la création musicale. Et ils la jouaient chez eux avant de l'écouter. C'était des amateurs de musique. Nous ne sommes que de pauvres consommateurs de musique, mais eux, c'était des amateurs de musique. C'était vrai aussi, quand on n'était pas bourgeois, on n'allait pas, on faisait pas ça chez soi, mais on allait à l'église et on chantait. Jean-Sébastien Bach a fait de la musique pour des amateurs de musique qui s'appellent les protestants, pour les fidèles. Et quand vous n'étiez ni un croyant, ni un bourgeois, ni quoi que ce soit, vous alliez au bal musette et vous participiez à la musique en dansant, vous aviez un rapport extrêmement participatif et très souvent en jouant. En 1930-40 encore, sur la place de Vallon-en-Sully, dans l'Allier, ça m'a été dit récemment, à la sortie de la messe, il y avait les gens qui venaient jouer de la musique tous ensemble, tout le monde jouait d'un instrument, et c'était une pratique absolument normale, et c'était une pratique extrêmement importante dans la vie collective. Alors, je ne vais pas vous parler de tout ça trop longtemps, je pourrais vous dire aussi que Goethe, le poète allemand, disait qu'un tableau qu'on n'a pas copié, on ne l'a pas vu, et on ne peut pas en parler. Je pourrais vous montrer des tableaux qui ont été peints en 1796 au Louvre par Hubert Robert, qui montrent que les premiers visiteurs du Louvre, quand ils allaient au Louvre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils copiaient les tableaux, ils ne les regardaient pas. Parce que c'était la règle, pour voir un tableau, il faut le copier. C'est ce que disait Caylus, par exemple, qui était un critique d'art de 1740. Et autrement dit, le rapport aux œuvres culturelles, c'était un rapport pratique, c'était un rapport d'appropriation et de partage. C'était un rapport symbolique. Ça, c'est ce que les industries culturelles ont détruit dans tous les domaines, parce qu'elles ont remplacé la capacité à lire la musique et à la jouer par le phonographe, par exemple. Alors, en 1937, Werner Bartók dit si vous avez une radio chez vous, vous pouvez éventuellement écouter un concert de ma musique, mais à une condition. Vous achetez la partition et vous lisez la partition en même temps. Parce que de toute façon, le son est absolument dégueulasse. Et en plus, on ne suit pas un concert sans contrôler l'exécution à l'œil. Alors si vous ne voyez pas l'orchestre, au moins lisez la musique parce que vous pourrez comprendre ce que font les musiciens.
Et il disait ça parce qu'à son époque, tout le monde disait encore la musique, en tout cas en Europe centrale. Il y a encore peu de temps d'ailleurs, en Europe centrale, on en parlait tout à l'heure. Moi, je suis allé dans les pays de l'Est avant la chute du mur. Bon, les gens jouaient de la musique de chambre chez eux le samedi soir. Il y a d'ailleurs un film fameux qui raconte ça. C'était tout le monde jouait de la musique de chambre. Maintenant que le marché est arrivé, il n'y a plus de gens qui pratiquent ça. Ça a été totalement détruit. Alors, je vous dis tout ça parce que quand j'ai créé l'Institut de recherche et d'innovation, j'ai posé en principe que les technologies culturelles et les pratiques culturelles nouvelles liées au numérique allaient inventer des nouveaux modèles comportementaux qui eux-mêmes allaient créer des nouvelles formes d'économie et qu'il fallait, pour que se développent ces nouveaux modèles comportementaux, commencer à développer ce que j'appelle une lutherie des amateurs. Qu'est-ce que c'est qu'une lutherie? Des instruments, si vous préférez. Par exemple, des instruments pour apprendre à écouter la musique. Quand j'étais directeur de l'IRCAM, à un moment donné, j'ai passé un accord avec Sony Music, enfin pas avec Sony Music, avec Sony, centre de recherche de Sony, dans le cadre d'un projet européen, en disant, bon, les chaînes IFI, c'est très bien, mais demain, une bonne chaîne IFI, ce sera un home cinéma, un home theater, et il faudra que la partition soit projetée sur l'écran du home theater, et vous aurez des logiciels d'analyse motivique, par exemple, d'analyse rythmique, etc., qui aideront celui qui écoute la musique à comprendre l'écriture musicale. Parce que c'est ça que dit Bartók lorsqu'il dit vous écoutez à la radio mais lisez en même temps la partition, parce qu'il faut comprendre la musique que vous êtes en train d'écouter. C'est pas qu'une affaire d'émotion ignarde, c'est une affaire de discernement. Pour être capable d'apprécier la musique, il faut être capable de discerner par exemple là où tel compositeur est inventif. Alors ça, aujourd'hui, la technologie numérique permet de le faire, par exemple, même avec des gens qui ne savent pas lire la musique. Vous ne savez pas lire la musique, c'est très difficile de lire une partition d'orchestre, par exemple. Il faut avoir ce qu'on appelle l'oreille interne. Donc, il faut avoir une oreille de compositeur, en tout cas de musicien. Mais vous pouvez être aidé par des logiciels. Vous pouvez être aidé par des logiciels qui vont vous mettre en évidence des structures ou des téléstructures motiviques, etc., qui vont vous permettre de comprendre comment les choses vont se faire. Avec Sony, on avait imaginé un truc qu'on n'a pas le droit de faire à cause du droit d'auteur, mais qui était par exemple de supprimer tous les registres sauf les basses, les contrebasses, je veux dire. Dans le Sacre du Printemps, d'écouter d'abord que les contrebasses, que les altos, et puis, parce que là, vous êtes dans le discernement. C'est ce que vous faites quand vous lisez une partition. En créant l'Institut de recherche et d'innovation, nous avons développé un logiciel qui s'appelle Ligne de temps, qu'on utilise aujourd'hui avec Antonio d'ailleurs pour toutes sortes d'autres choses, qui est un logiciel de critique de film. Qu'est-ce que c'est qu'un film? Si vous réfléchissez bien, un film, ça ressemble beaucoup à un morceau de musique. C'est un objet temporel. La musique, ça a un début et une fin, et qu'est-ce que c'est? C'est un processus de transformation continue, où pour que l'objet apparaisse, il faut qu'il disparaisse. C'est-à-dire, ce qui permet à la musique d'apparaître, c'est qu'elle disparaisse. Pour que tel La qui succède au Si apparaisse, il faut que le Si ait disparu. Mais en même temps, si vous voulez entendre l'accord qui se noue entre le La, le Si et je ne sais pas quelle autre note, et qu'il ait de l'effet sur vous, il faut que vous puissiez retenir la note précédente qui précède la note, et la note qui précède la note qui précède, etc., pour reconstruire une unité. Ça, c'est ce que le philosophe Husserl appelle un objet temporel. Et pour que ça ait de l'effet sur vous, il faut que le temps efface la chose à mesure qu'elle apparaît. Vous êtes bien d'accord avec moi? En même temps, si vous voulez commencer à avoir une compréhension critique d'un morceau de musique, vous êtes obligé de reconstruire une synoptique du morceau de musique. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez peut-être entendu parler de la forme sonate, vous savez qu'une forme sonate a un début, un développement, une résolution, une fin, qu'il y a à la fin, on retrouve ce qui se trouve au début, etc., etc. Bon, si vous voulez identifier que vous avez fait une forme sonate, à faire une forme sonate, il faut que vous détemporalisiez le temps et que vous le spatialisiez. Si vous avez une formation de musicien, vous êtes capable de faire ça. Si vous n'avez pas de formation de musicien, vous n'êtes pas capable de faire ça. Nous avons développé un logiciel qui permet de spatialiser le temps cinématographique. Parce que quand vous cherchez à critiquer un film, qu'est-ce que vous faites? Vous détemporalisez le film et vous en faites une structure spatiale. Moi, par exemple, je fais un cours à Compiègne d'analyse de film et je demande à mes étudiants de faire un synopsis du film, graphique, et de transformer ça dans ce qu'on appellerait en dessin animé un storyboard, si vous voulez. Mais qu'est-ce que c'est que storyboarder le film? Ça veut dire tout simplement spatialiser le temps et le rendre accessible synoptiquement, et là commencer à avoir des téléstructures, à comprendre des éléments de construction du film, etc. Je vous parle de tout ça, d'abord parce que ça c'est un exemple de développement de technologie culturelle pour armer des amateurs, et ça on l'a développé pour qu'ensuite, si on développe un logiciel comme ça, ben on dise, par exemple, on va lancer un film sur le marché avec un producteur,
Vous sortez de la salle du cinéma, vous avez pris votre billet, vous avez donné avec votre billet votre numéro de téléphone et votre adresse email, et en sortant de la séance de cinéma, le producteur vous offre plusieurs analyses critiques du film avec ce logiciel, et en plus la possibilité pour vous de vous abonner sur un site qui va critiquer le film. Et sur un espace contributif d'amateurs de cinéma qui vont réfléchir sur oui, pourquoi le film fait tel effet sur moi, etc. Si je vous dis ça, c'est parce que nous travaillons avec le LIRIS, qui est un laboratoire d'informatique de Lyon. Et ce laboratoire d'informatique de Lyon, qui est un assez gros labo, à peu près de la taille du LINA, Lyon 2, il y a une équipe à l'intérieur qui travaille aussi sur les objets numérisés au cinéma, selon les méthodes que je viens de vous dire là. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? C'est parce qu'en fait, dans cette équipe-là, il y a 3 ou 4 informaticiens qui sont passionnés de David Lynch. Et ils ont vu le film Mulholland Drive, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord du tout pour interpréter ce qui s'y passe, donc ils ont décidé de faire un logiciel pour analyser ce qui se passe. Et moi j'avais exactement les mêmes idées, à l'IRCAM j'avais développé des choses semblables, mais sur l'aspect musical. Donc on s'est associés, on a développé ce logiciel qui s'appelle Ligne de temps. Mais je vous en parle pour vous dire pourquoi on peut développer des technologies pour les amateurs, et derrière ça il y a du business, parce que si vous créez des communautés autour des films, avec des communautés d'amateurs comme ça, il y a énormément de valeurs culturelles qui va développer, mais aussi toutes sortes d'autres valeurs, et il y a une activité économique à la clé, évidemment, et on peut imaginer des applications là-dessus dans toutes sortes de domaines. Mais je vous le dis aussi parce que tout ça relève de ce que j'appelle les processus de grammatisation. Alors là, je voudrais faire un tout petit peu de théorie, parce que ce que je voudrais faire maintenant, dans les 20 minutes qui me restent en principe, 25 minutes, c'est expliquer plus précisément ce que j'entends par le fait que, non pas simplement l'informatique, mais le numérique constitue la nouvelle infrastructure industrielle qui rompt avec le modèle consumériste. Et que vous êtes donc au cœur, en tant qu'informaticien, d'un processus de transformation économique, et que vous ne devez pas l'ignorer, et vous devez contribuer à le faire émerger, à mon avis. Je viens de décrire à l'instant, tout à l'heure, comment, très sommairement, comment on peut spatialiser un objet temporel, c'est-à-dire transformer un film, qui est un phénomène temporel, en une représentation graphique, en vecteur, si vous préférez, vecteur interactif, etc. En fait, ça, c'est ce que j'appelle un processus de grammatisation. Qu'est-ce que c'est que la grammatisation? C'est un concept qui ne vient pas de moi. C'est un concept qui vient d'un philosophe historien du langage et des sciences du langage, qui s'appelle Sylvain Auroux, qui a été directeur de l'École normale supérieure de Lyon pendant quelques années, et qui avait créé un grand laboratoire au CNRS dans les années 80 sur les langues, sur les technologies du langage, qui s'intéressait beaucoup d'ailleurs au traitement automatique des langues, etc., etc. Donc il disait que c'était la 3e révolution technologique de la grammatisation. Alors ce concept de grammatisation, il l'a mis en place pour décrire ce qui s'est passé lorsque les techniques de l'écriture se sont développées, il y a environ 4000 ans, disons. Je parle des écritures, pas simplement des idéogrammes, qui eux sont ce que certains appellent des écritures de choses, mais je parle des écritures telles qu'elles ont commencé à discrétiser le phonologique, c'est-à-dire la voix. Vous savez qu'il y a des écritures, l'écriture chinoise au départ, l'écriture égyptienne n'ont aucun rapport avec la langue. Ce sont des écritures totalement idéogrammatiques. Les hiéroglyphes, on les appelle aussi, parce qu'elles ont un rapport aussi au sacré, à des pratiques funéraires, etc. Mais à partir des Mésopotamiens, il y a un processus qui se produit, qui est très long, qui est étudié très en détail par Février dans un livre qui s'appelle L'histoire de l'écriture, et qui montre comment petit à petit ces hiéroglyphes vont commencer à représenter des phonèmes. D'abord des syllabes. Le sanskrit donc. Pardon? Le sanskrit. Le sanskrit, mais aussi le phénicien surtout. Hein. Et comment ça va conduire finalement à l'alphabet qu'on pratique toujours, y compris en informatique, sachant que moi je considère que l'informatique c'est avant tout une technique d'écriture, hein, de manipulation de signes, avec l'aide d'appareils, qui sont des ordinateurs ou des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que c'est que l'écriture selon Auroux, et je partage son point de vue, c'est ce qui permet, en tant qu'écriture alphabétique, c'est donc dans le sens de l'écriture alphabétique, c'est ce qui permet de discrétiser un flux temporel. Là, par exemple, je suis en train de parler, c'est un flux temporel, hein, la voix, c'est un objet temporel. Vous pourriez prendre en note, alors peut-être en sténo, ce que je dis, c'est ce que font les greffiers dans les tribunaux, c'est ce que font les secrétaires pendant qu'il y a leur patron qui leur dicte une lettre, etc. Et
discrétise ou il discrétise un flux continu. Cette discrétisation conduit à une spatialisation. Mais cette spatialisation, qu'est-ce qu'elle va permettre? D'abord une analyse critique, une relecture, une reproduction, ça va permettre des opérations de comparaison, des opérations de calcul, toutes sortes d'opérations d'analyse. Ce qui va se développer en Grèce ancienne, c'est ce processus de grammatisation qui est précédé en fait par des techniques de numération qui apparaissent dès le néolithique et qui vont être à l'origine d'ailleurs des systèmes hiéroglyphiques chez les Égyptiens, chez les Mésopotamiens et chez les Chinois, et qui vont servir à contrôler les mouvements des étoiles, les crues des fleuves, les flux de marchandises, les stocks de grains et les populations d'esclaves, parce qu'en fait, ça c'est essentiellement à ça à cette époque. Mais ça aboutit vers le 7e siècle avant Jésus-Christ à l'écriture alphabétique telle que nous la pratiquons toujours dans le monde entier aujourd'hui, y compris en Chine maintenant, et à la discrétisation de la parole. Alors, cette discrétisation de la parole, eh ben, elle va engendrer la possibilité de transmettre de génération en génération des modes de raisonnement, parce qu'elle permet d'enregistrer des modes de pensée de manière littérale, et elle va ouvrir par exemple des relations intergénérationnelles comme ce qui se passe entre Euclide et Riemann. Je dis entre Euclide et Riemann parce que entre Euclide et Riemann il y a 23 siècles, et au cours de ces 23 siècles il y a un dialogue qui se tient continuellement à travers l'écriture qui s'appelle la géométrie, et Riemann va inventer la géométrie non euclidienne dans un dialogue avec Euclide et tout ce qui conduit de Euclide jusqu'à lui, bien entendu, hein, toute une continuité rendue possible par cette spatialisation, parce que cette spatialisation du temps, elle la rend transmissible, reproductible, etc. C'est ce qui va être à l'origine d'une société qu'on appelle la société politique, c'est ce qui va être à l'origine aussi de toutes les formes de savoir universel et donc universitaire, c'est à l'origine de ce qu'on est en train de faire là en ce moment même. C'est une nouvelle forme de société qu'on appellera l'Occident. Au XVe siècle va apparaître l'imprimerie, à la fin du XVe siècle, et cette imprimerie, elle va engendrer quelque chose de nouveau dans l'histoire de la grammatisation. C'est ce que Sylvain Roux appelle la deuxième révolution technologique de la grammatisation, et elle va permettre en particulier à l'Occident de venir prendre le contrôle des esprits du monde entier, parce que c'est l'époque où l'Occident, à travers les caravelles, les boussoles et toutes sortes de choses de ce genre, plus le culot d'un type de gens qui s'appellent Vasco de Gama, Christophe Colomb, etc., va partir sur les océans et va dire de toute façon la Terre doit être ronde et on doit pouvoir rejoindre les Indes par telle voie, etc. Mais ça va enclencher un énorme processus de colonisation. Et qui vont être les vecteurs de cette colonisation? Les conquistadors, c'est bien connu, qui vont massacrer 15 millions d'Indiens, mais aussi les jésuites, dont certains ont cherché à protéger d'ailleurs ces Indiens, mais surtout ils vont leur apporter des techniques de lecture et d'écriture. Et ils vont dire aux Quechua, par exemple, vous les Quechua, il faut transformer votre langue en alphabet, il faut l'alphabétiser. Et si vous voulez vous alphabétiser, il faut lire la Bible. Et en fait, ça va être une manière de les faire entrer dans la chrétienté et de prendre le contrôle de leurs esprits. Alors, je ne parle pas de ça longuement, simplement c'est pour vous dire que les grandes luttes sur la canalisation, le contrôle des technologies de l'esprit ne datent pas de Google ou de Microsoft. Les jésuites sont déjà pratiqués, les Ptolémées aussi d'ailleurs, parce que quand les Ptolémées ont créé la bibliothèque d'Alexandrie, c'était aussi pour prendre le contrôle de l'activité intellectuelle du bassin méditerranéen, et donc ça n'est rien de nouveau. Ce qui est nouveau en revanche, c'est qu'aujourd'hui, ces processus ne se font plus à travers l'écriture, et à travers la technologie intellectuelle de l'Occident depuis son origine, mais à travers des technologies qui sont apparues au cours du XVIIIe siècle, qui sont d'une part la machine-outil. Aussi bizarre que ça puisse vous paraître, la machine-outil, c'est une technique de grammatisation. Qu'est-ce que c'est que la machine-outil? C'est ce qui permet de reproduire le geste d'un travailleur, de mettre ce geste dans la machine, d'en faire un automatisme et de dire au travailleur, maintenant tu es un prolo, tu n'es plus un ouvrier. Et donc tu fais ce qu'on te dit, et si tu n'es pas content, tu prends la porte, parce que des gens comme toi, il y en a plein dehors. On n'a pas besoin de ton savoir, tu n'en as plus, c'est la machine qui a le savoir. Ça, c'est une grammatisation du travail. Ça permet de discrétiser le geste, de le reproduire, de l'exploiter, et de l'optimiser, d'avoir des gains de productivité de facteurs 100, 500 ou 1000 dans certains domaines. Et ça s'appelle la révolution industrielle. C'est un truc très important. Et troisièmement, il va y avoir des technologies de discrétisation et de grammatisation qui vont apparaître au XIXe siècle, qui sont la photo, le télégraphe, le téléphone, la bélinographie, le cinématographe, la mécanographie, etc., qui sont des technologies qui vont être à l'origine d'une part des technologies de la communication, photographie, phonographie et tout ça, ça va être la base technologique de ce qui deviendra au début du XXe siècle les industries culturelles. Ça va servir à quoi? À produire des consommateurs. Et puis la mécanographie, c'est ce qui donnera au cours du XXe siècle, essentiellement pendant la Deuxième Guerre mondiale à Los Alamos, puis ailleurs, ça va donner l'informatique.
Alors, pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que c'est trois types de grammatisation. La grammatisation à la lettre, la grammatisation des gestes et la grammatisation des percepts, parce que c'est ça qui est en jeu, ça produit des concepteurs, grammatisation à la lettre, des producteurs, la grammatisation des gestes, des producteurs industriels, et des consommateurs avec la grammatisation des percepts qui vont permettre, parce que les percepts, quand ils sont grammatisés, ça va permettre de faire des audiences de masse, de faire adopter des modèles comportementaux et de mettre sur le marché des objets comme le téléphone portable, dont vous savez peut-être que lorsque le CNET, ici les Moulineaux, avait mis au point la version CNET de la norme GSM, qui était une version exploitable commercialement de GSM, eh bien, France Télécom a fait faire une étude en interne pour savoir s'il y avait un marché pour le téléphone portable, et la réponse a été non. Ce qui fait que France Télécom n'a pas exploité le téléphone portable. Et c'est pour ça que Nokia l'a exploité. C'est comme ça qu'est né Nokia. Et pourquoi est-ce qu'il en va ainsi? C'est parce que les gens de France Télécom n'avaient pas compris que jamais la société ne veut une innovation industrielle. Quand vous demandez en 1993 à quelqu'un qui a le téléphone chez lui, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un téléphone portable, sachant qu'on va payer ci et ça, il vous répond, ça ne m'intéresse pas du tout, je vois à quoi ça sert, on n'a pas du tout besoin. Et moi, aujourd'hui, je ne peux pas me passer de mon téléphone portable, parce que de toute façon, le système s'est répandu dans la société. Pourquoi est-ce qu'il s'est répandu? Parce que Nokia a une politique de design et de marketing extrêmement intelligente et a su imposer très rapidement ce comportement qui a rendu le téléphone portable indispensable. Aucun produit industriel ne s'est jamais développé tout seul. Il a toujours fallu lutter contre des résistances de la société, parce que tout produit industriel qui arrive vient perturber un mode existant, donc des avantages acquis, donc des comportements acquis, etc. Et donc il faut toujours quelque chose pour le transformer. C'est pour ça qu'on va avoir besoin d'industrie culturelle pour développer des technologies de captation de l'attention qui vont permettre de faire du contrôle de comportement sur les consommateurs pour permettre de rentabiliser les investissements. Alors ça, c'est ce que Patrick Lelay appellera de production de temps de cerveau disponible. Mais Patrick Lelay ne fait qu'exprimer la réalité évidente. Les gens qui ont un tout petit peu étudié ce sujet, qui est que l'industrie culturelle, ça ne sert pas du tout à vous informer, à vous distraire ou à vous cultiver, ça sert à vous mettre en phase avec l'offre du marché qui est exprimée par la publicité. Ce modèle aujourd'hui est profondément en crise. Je vais essayer de vous dire pourquoi tout à l'heure. Et je pense qu'il est en train de craquer. S'il est en train de craquer, c'est qu'il va laisser place à un autre modèle. Je fais l'hypothèse, moi, que cet autre modèle, c'est ce que j'appelle l'économie de la contribution. Et cette économie de la contribution, je pose qu'elle est rendue possible par un stade, ce que j'appelle le sixième stade de la grammatisation, qui est l'informatique. Ou je dirais plutôt le numérique, parce que c'est pas exactement la même chose. Mon appareil photo, par exemple, que j'ai dans la poche, est numérique, mais c'est pas un ordinateur, c'est pas un objet informatique. En revanche, il est compatible avec un réseau IP qui est lui-même compatible avec des serveurs qui eux-mêmes sont compatibles avec des unités de traitement. Donc, il fait partie du monde informatique. Mais il fait partie aussi du monde des télécoms et du monde de l'audiovisuel. Il est au-delà de l'informatique, des télécoms et de l'audiovisuel. Il est dans ce qu'on appelle le numérique. C'est ça le numérique qui gère aussi le mouvement, qui gère aussi toutes sortes d'autres choses et qui est en train de maintenant rentrer dans les objets et qui conduit vers l'Internet des objets, c'est-à-dire vers une société de ce qu'on appelle l'informatique pervasive, l'informatique ubiquitaire, tout ce qu'on veut, c'est-à-dire des objets qui sont tous des objets communicants, qui sont tous des objets IP avec la fameuse norme IPv6 qui permet d'attribuer des adresses absolument à tous les objets qui se trouvent sur la planète. Alors, cette numérisation, pourquoi est-ce qu'elle crée une révolution industrielle? D'abord parce que, vous le savez bien, elle permet de la reproduction à coût nul, ou quasi nul. Enfin, en tout cas, à un coût tellement faible qu'on peut le considérer comme étant nul. C'est ce qui pose le problème, évidemment, ce que l'Adopi cherche à réguler à tort ou à raison, mais ce qui en tout cas fait totalement exploser le modèle économique des industries culturelles, raison pour laquelle ces industries culturelles font pression sur le président de la République et sur le ministère de la Culture en France pour protéger ce modèle qui est le modèle qui leur fait gagner de l'argent. Mais il va craquer ce modèle, parce qu'on peut toujours empêcher ça. De toute façon, c'est la nouvelle norme technologique de l'infrastructure qui induit cette reproductibilité à coût nul. C'est une reproductibilité inconnue, mais c'est aussi une communication inconnue. Et c'est un transfert de savoir absolument colossal. Moi, j'ai été directeur de l'INA pendant 4 ans. J'ai dans mon sac, je vous disais, un appareil photo que j'ai payé 100 $, qui fait aussi caméra, sur lequel je peux enregistrer un quart d'heure. Et mon appareil photo aujourd'hui fait des images de meilleure qualité que les meilleures caméras que j'avais quand j'étais à l'INA en 1996.
Donc, et j'ai par ailleurs, bon, vous le savez bien, un serveur vidéo qui s'appelle YouTube qui me permet de les diffuser, etc. Tout le business des industries culturelles qui reposait sur la canalisation et la centralisation hégémonique des moyens de production, des moyens de diffusion, de la captation des audiences, est en train de s'écrouler. Là, c'est sur la base de ces mutations, qui consistent dans un transfert de savoir-faire très très important, et pas simplement de savoir-faire de captation, de diffusion, mais d'indexation, par exemple, d'annotation, de production de métadonnées, où ces métadonnées deviennent bottom-up, ce dont j'attire votre attention sur le fait que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il existe des métadonnées bottom-up. Je veux dire par là que les métadonnées sont des choses très précises. Ça n'existe pas depuis qu'on parle de métadonnées dans les années 90. Les métadonnées, ça existe depuis la Mésopotamie. Les premières métadonnées ont été produites 2000 ans avant Jésus-Christ par des gens qui étaient des scribes et qui produisaient des tablettes d'argile sur lesquelles étaient gravés des messages du type « Cette tablette décrit le contenu d'un panier qui contient 250 tablettes ». Et dans ces 250 tablettes, il y a ça, ça, ça. On indexait les contenus, des paniers d'osier. Cette indexation, c'était des données qui décrivaient d'autres données, ça s'appelle des métadonnées. Ces métadonnées, toutes les civilisations en ont produit. Depuis l'origine de la Mésopotamie jusqu'à aujourd'hui, quand les Ptolémées ont créé la bibliothèque d'Alexandrie, c'était pour produire une énorme quantité de métadonnées. Vous savez peut-être que les Ptolémées ont invité à Alexandrie des centaines de grands intellectuels de tout le bassin méditerranéen en leur disant on vous paye un palais, on vous paye... enfin, on vous donne tout ce que vous voulez, la condition c'est que vous transformiez, vous indexez tout ce qui est dans la bibliothèque d'Alexandrie, vous en faites des résumés, vous nous traduisez dans différentes langues, et vous nous donnez le pouvoir intellectuel à travers la bibliothèque d'Alexandrie, qui a malheureusement brûlé, donc on ne peut pas retrouver ça autrement que par des déductions de l'épigraphie, mais on sait ça. Les métadonnées, quand François Ier a créé la bibliothèque royale, il a aussi produit des métadonnées. La CDU, la classification décimale universelle, Dewey, etc., ce sont des producteurs de métadonnées. Mais ces métadonnées ont toujours été produites par des institutions et de façon top-down. C'est-à-dire que c'était des techniques de captation des données, de leur description pour prendre leur contrôle et développer des systèmes de pouvoir par la sélection des archives, la façon de les lire, etc., etc. Et un des plus grands producteurs de métadonnées s'appelait l'Église en Occident. Et ça a été comme ça pratiquement jusqu'en 1995. Et ça a changé à partir du moment où, tout à coup, avec le World Wide Web et des technologies hypertextuelles, comme on les appelait à cette époque-là, a été possible subitement le tagging, la production d'annotations, qui a pris le nom de métadonnées, je ne sais plus exactement quand, en 1997, je crois, et qui sont devenues quoi? Des métadonnées bottom-up, qui sont tout à coup plus du tout produites par des institutions, mais sont produites par des contributeurs. C'est ça un contributeur. Il produit des données, il produit des métadonnées, et il prend des initiatives sur la façon de les utiliser, de les agencer, il crée des groupes, il crée des communautés, etc. Alors tout ça, c'est ce qui s'exprime à travers des dispositifs type Wikipédia, etc. Vous en avez tous entendu parler, vous suivez ça de près, vous y travaillez, vous développez des langages et des techniques de représentation, de navigation, de metadata, etc. pour ça. Mais c'est ce qui est en train de devenir un standard dans toutes sortes de domaines, je le disais en commençant. Aujourd'hui, Microsoft travaille sur les smart grids se remettent énergétiques, et les smart grids reprennent le modèle Internet en disant, avec le photovoltaïque, avec toutes ces énergies renouvelables qu'on est en train de développer, le modèle centraliste ne peut pas marcher. C'est un modèle où il n'y a pas une centrale électrique qui distribue vers des consommateurs. Tout le monde est consommateur et tout le monde est producteur. Donc on n'est plus dans le modèle producteur-consommateur. Et on est dans un modèle de contributeur responsable. Parce qu'à partir du moment où vous savez produire de l'énergie, vous n'êtes plus dans la bêtise du consommateur qui est un irresponsable. Un consommateur est irresponsable parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait, ce qu'il consomme. Et en plus, il consomme n'importe comment et sans avoir le sens de la valeur des choses. Si vous produisez de l'électricité, vous savez ce que ça vaut. Vous savez les limites de cette production, etc. Et donc ça crée des nouveaux réseaux industriels, ce qui me fait dire qu'on ne va pas vers une société post-industrielle, comme l'ont répété pendant 30 ans les élèves d'Alain Touraine et tant d'autres gens. C'est absolument faux. Dans une société hyper-industrielle, tout est industrialisé, la nourriture est industrialisée, les vacances sont industrialisées, l'éducation est industrialisée, et ça le sera de plus en plus. Le problème, c'est pas de sortir de l'industrie, le problème, c'est de sortir du consumérisme industriel. Ça, c'est l'enjeu je vais m'arrêter là-dessus parce qu'il faut qu'on ait le temps de discuter. C'est l'enjeu de la numérisation et de l'infrastructure contributive
Et je terminerai en disant que ces questions, j'y travaille depuis une vingtaine d'années, avec 2 personnes. Alain Giffard, vous ne connaissez peut-être pas, qui a été chargé d'Internet grand public sous Jospin, il était au cabinet de Jospin. C'est un énarque, avec lequel je travaille beaucoup aujourd'hui encore. Et Philippe Aigrin, que vous connaissez sûrement, parce que c'est un informaticien, il a été responsable du logiciel libre à la Commission européenne. Et par ailleurs, il a écrit Cause Commune, il a monté la Quadrature du Net, il a combattu la DOPI, etc., etc. Il se trouve que Giffard et Aigrin et moi, il y a 21 ans maintenant, nous avons monté un projet qui était très très lié à ce qui est devenu la Bibliothèque de France, dont je rappelle ce que je disais à Midi tout à l'heure, qu'au départ, elle ne devait pas être un bâtiment, ça devait être un serveur où auraient été stockés tous les livres de la Bibliothèque nationale de France. Notre projet, c'était de tout numériser, de tout mettre en ligne. Et sans bâtiment, sans bibliothécaire, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas eu de personnes, mais il fallait garder l'ABN, il fallait garder les livres, parce que jamais la numérisation n'a permis de détruire les livres. Il y a dans les livres des choses qu'on ne trouvera jamais par la numérisation. Mais en revanche, il fallait faire autre chose. Plutôt que d'absorber la Bibliothèque nationale dans la Bibliothèque de France, il fallait maintenir la Bibliothèque nationale et créer un énorme serveur sur lequel on aurait mis les 13 millions d'ouvrages de la Bibliothèque nationale. Et on avait développé un projet qui s'appelait la lecture assistée par ordinateur, qui a eu une époque de reconnaissance, puisque pendant 2 ans, on a été financé par le ministère de la Recherche, la Bibliothèque nationale et un certain nombre d'autres, pour concevoir une machine d'annotation sur des serveurs numériques qui consisterait à faire que les métadonnées seraient générées par des utilisateurs, on appelait ça à l'époque des annotations, et que ces annotations seraient partagées avec des langages d'annotation sur le modèle SGML, c'est-à-dire des langages qui seraient adaptables sous forme de DTD SGML, et qui ferait que, par exemple, l'école des annales en histoire n'a pas les mêmes méthodes historiques que l'école des mentalités en Angleterre, et que par conséquent, il y aurait des DTD communes à tous les historiens, mais qu'elles seraient spécifiées selon les écoles scientifiques, pas tout à fait les mêmes méthodes, mais ça permettrait d'échanger les données, et par exemple de faire des moteurs de recherche où on aurait posé une question en disant « je voudrais une réponse à telle question de l'histoire, mais selon le point de vue de l'école des annales », et j'aurais à ce moment-là la réponse spécifiée. Autrement dit, un moteur de recherche qui ne marcherait pas sur la base Google de l'audimat, parce que Google c'est en fait de l'audimat, mais sur une base scientifique d'annotation et de validation par des pairs. Alors, ça a duré 2 ans, ça a donné lieu au développement d'une machine qui s'appelait le PLAO, page de lecture assistée par ordinateur, sur Sun, parce qu'à l'époque, le web n'existait même pas encore, et puis ça a été interrompu et détruit par Édouard Balladur lorsqu'il a pris le pouvoir et qu'il a dit à quoi servent toutes ces conneries, laissons les entreprises privées s'en occuper, on n'a pas besoin de faire ça, nous, l'État. Et donc ça s'est arrêté. Mais si je vous en parle, c'est parce que notre idée, c'était de dire, avec Philippe Aigrin en particulier, il va se développer des réseaux numériques. Ils existent déjà, nous les pratiquions à l'époque, on était sur Internet, nous, les universitaires, mais il n'existait pas encore le web. Mais nous disions, il va développer ces choses-là, parce que c'est la tendance inéluctable, de la mise en réseau de tous les ordinateurs. Et ce développement va créer ce que nous appelons un milieu associé. Qu'est-ce que c'est que ça? Le mot milieu associé, c'est un mot qui vient d'un philosophe français qui s'appelle Gilbert Simondon. Gilbert Simondon, en fait, utilise le mot milieu associé dans 2 sens différents. Il l'utilise, par exemple, pour nous décrire, nous les êtres psychiques que vous et moi nous sommes. Il dit, nous avons un moi, et nous avons un milieu associé à ce moi, c'est la mémoire du moi. Mais cette mémoire n'est pas forcément dans notre tête. Elle peut être dans l'ordinateur, elle peut être dans... Mais il y a une mémoire qui est associée au moi. Le moi sans mémoire, c'est rien, ça n'existe pas. Parce qu'un moi, c'est essentiellement la façon dont s'actualise une mémoire. Par exemple, en ce moment, je suis en train de vous parler, j'actualise toutes sortes de choses, le fait qu'on m'a appris à parler français quand j'avais 2 ans, etc., et toutes sortes d'autres choses, et le fait que j'ai lu Gilbert Simondon, et le fait que j'ai travaillé avec Philippe Aigrin, etc. Et vous, pendant que vous m'écoutez, vous actualisez une mémoire qui est associée à votre personnalité, qui vous permet de comprendre ce que je dis, chacun différemment de ce que je dis d'ailleurs, chacun différemment ici, dans cette salle. Ça, c'est le premier concept du milieu associé de Gilbert Simondon. Il y en a un deuxième qui est le milieu associé technique. Gilbert Simondon, qui a beaucoup étudié les objets techniques, et s'est rendu très célèbre à cause d'un livre qui s'appelle « Du mode d'existence des objets techniques », il dit qu'il existe des objets techniques qui associent leur milieu naturel à leur fonctionnement. En particulier la turbine Guimbal. Guimbal, c'est un ingénieur français qui a inventé une turbine qui sert à produire de l'électricité et qu'on trouve dans les usines marémotrices qui sont au nord du Finistère, là, au nord de la Bretagne, qui sont, vous avez entendu parler de ces usines, qui fonctionnent avec le courant marin,
ces usines, elles sont caractérisées par le fait qu'il y a des toutes petites turbines à l'intérieur. Et pour mille raisons, ça ne peut pas être des turbines de la taille de ce qu'on trouve dans les chutes d'eau, enfin dans les montagnes. Et comment est-ce que Guimbal a-t-il pu mettre au point ces turbines? Eh bien, c'est parce qu'il a eu l'idée de faire de l'eau de mer, non pas simplement le milieu naturel qui fait fonctionner la turbine, mais que ça devienne une fonction technique de la turbine. L'eau de mer apporte, outre l'énergie, par son mouvement, elle apporte le refroidissement et la pression des paliers qui garantit l'étanchéité de la machine. Et plus un certain nombre d'autres fonctionnalités, c'est ce que Simonon appelle une intégration plurifonctionnelle. Et ça veut dire que dans la turbine Guimbal, l'eau, qui est un milieu naturel, est devenue une fonction technique. Alors nous, avec Philippe Aigrin, on a dit, lorsque vont se développer les technologies de réseau, ça ne va pas être le milieu naturel géographique qui va devenir une fonction technique, ça va être le milieu humain géographique, c'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque les utilisateurs, qui vont devenir un petit peu comme l'eau, une fonction d'évolution du système. Et aujourd'hui, nous avons le développement de cela. Et c'est très très important. Parce que si maintenant on revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'époque productiviste et l'époque consumériste, pourquoi est-ce que ces deux modèles industriels rencontrent leurs limites? C'est parce que, en fait, ce sont des modèles qui produisent ce que nous appelons des milieux dissociés et non pas des milieux associés. Qu'est-ce que c'est, par exemple, que la prolétarisation des ouvriers dans les usines à partir du moment où on dit aux ouvriers, maintenant, c'est plus vous qui faites les gestes et les outils qui se soumettent à vos gestes, mais c'est les machines qui font les gestes et c'est vous qui servez les gestes des machines. Ça s'appelle la prolétarisation. Eh bien, la conséquence, c'est que le prolétaire, il n'est plus du tout associé à l'évolution du savoir-faire, parce qu'il n'a plus de savoir. En fait, il y a un bureau d'études qui est spécialisé là-dedans, qui va être dirigé par les gens qui font de l'organisation scientifique du travail. Je connais bien parce que j'en ai fait de l'organisation scientifique du travail. Et ce sont des gens qui vont discrétiser ces mouvements, mais qui vont séparer et qui vont faire qu'il va y avoir une dissociation sociale. Et une perte de motivation au travail. D'ailleurs, le gros problème de la prolétarisation, c'est que les gens qui sont prolétarisés n'ont plus envie de travailler. Et donc on est obligé de les faire travailler de force, un peu comme des esclaves. La prolétarisation aujourd'hui atteint les ingénieurs, elle atteint les techniciens, parce qu'il n'y a pas que dans le monde du travail manuel qu'on est prolétarisé, hein. Il y a dans le monde tertiaire, etc. De plus en plus, les systèmes passent dans les machines et on ne peut pas se les réapproprier. C'est pareil avec les consommateurs qui perdent de plus en plus de savoir. Par exemple, un consommateur qui laisse toutes ses vacances réalisées par une entreprise industrielle de production de vacances ou qui ne fait plus jamais la cuisine, etc., il finit par perdre tous ses savoirs. À l'université de Compiègne, ça fait des années qu'on travaille sur des automobiles sans chauffeur. Bon, le jour où ça se réalisera, avec des autoroutes électroniques, bon, ben, vous ne saurez plus conduire. Mais quand vous ne savez plus conduire, vous ne savez plus manger, vous ne savez plus élever vos enfants, vous ne savez plus... Pourquoi vous vivez? Quel est l'intérêt de vivre? Et bien ça, c'est le blues actuel du consommateur. Il dit, mais finalement, à quoi ça sert tout ça? Ça sert à quelque chose. Si, tout à l'heure, vous disiez qu'il habite à Rennes, il disait, je travaille dans ma voiture. Moi aussi, je travaille dans ma voiture. Parce que j'ai été directeur de l'INA pendant des années et j'habitais à 70 km de l'INA. Donc je faisais 2 heures par jour de bagnole. Vous imaginez que je n'allais pas perdre 2 heures par jour. Donc j'ai acheté un dictaphone numérique et j'ai commencé à écrire des bouquins en bagnole. Parce qu'en bagnole, c'est génial. Vous êtes tranquille, personne ne vous dérange. Vous ne répondez pas au téléphone, c'est interdit de toute façon, etc. Donc j'ai commencé à travailler comme ça. Et les temps interstitiels perdus dans l'automobile sont devenus les temps où je faisais le travail le plus intéressant. C'est pas du tout grave qu'on transfère vers la bagnole la compétence de chauffeur, à condition de développer les hautes fonctions symboliques de l'esprit et de les faire élever l'esprit. Ça, c'est l'enjeu de l'économie de la contribution. Et ça, c'est ce qu'attend la jeunesse aujourd'hui. Et ça, aujourd'hui, ce qui est triste, c'est que les technologies numériques, elles sont mises au service, contrôlées par des systèmes de marketing mis au service de l'aggravation de la dépendance consumériste, alors qu'elles devraient être au service du développement du travail intellectuel dans les universités. Mais ce n'est pas du tout le cas. Eh bien ça, je pense qu'à travers le social engineering, les folksonomies, les métadonnées, la notation, les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez, la géolocalisation, etc., il est possible de développer aujourd'hui un territoire hyper apprenant, réticulé, avec des technologies comme ça, et où on met beaucoup d'intelligence informatique, artistique, intellectuelle, culturelle, de sciences humaines, etc., pour inventer des modèles de ce type. Si j'avais eu du temps, mais là je m'arrête vraiment, je vous aurais parlé de l'économie créative, qui est à l'horizon de ce qu'on vient de dire là, mais c'était la deuxième partie de mon exposé, mais comme je n'ai pas lu mon texte, j'ai un peu perdu du temps dans l'improvisation, et donc je suis obligé de m'arrêter là. Merci de votre attention. Je suis là pour répondre à vos questions.